Bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'étude du milieu. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet super important pour ton CE1D parce qu'il va concerner le cours de première, le cours de deuxième, mais aussi ton cours de géographie de troisième. Je vais te parler du climat. C'est parti. Alors on t'a déjà sûrement posé cette question à savoir, tiens demain en fait, est-ce qu'il fera beau? Eh bien, pour répondre à cette question, tu peux soit aller voir la météo sur ton smartphone, aller sur Google, regarder le bulletin météo, et tu verras que chaque fois, on va te donner 3 indicateurs différents. On va te donner un premier indicateur qui va être toujours les températures, un deuxième indicateur qui vont être les précipitations, et enfin un troisième indicateur qui va être le vent. Ces 3 éléments, au final, sont les 3 éléments qui vont influencer et définir un climat. Alors au final, comment est-ce que tu vas pouvoir mesurer ces 3 indicateurs qui constituent ton climat? Pour les températures, c'est très simple, tu vas utiliser un thermomètre et donc l'unité de mesure seront les degrés Celsius. Au niveau des précipitations, les précipitations c'est l'eau qui tombe du ciel, tu vas donc utiliser un pluviomètre et la valeur sera exprimée en millimètres. Il suffira juste de regarder sur le pluviomètre le nombre de millimètres d'eau qu'il est tombé durant un temps donné. Et enfin, pour le vent, tu utiliseras une échelle et cette échelle sera exprimée en kilomètres/heure. Alors le vent c'est un peu compliqué à mesurer parce que tu sais que parfois il y a vraiment énormément de vent, il y a des grosses rafales et puis ça se calme et puis ensuite tu as encore une rafale et puis ça se recalme. Et aussi parfois en fonction de l'endroit où tu vas te trouver dans un petit couloir où le vent va s'engouffrer, tu auras beaucoup plus de vent que si tu étais sur un espace qui était clairement dégagé. Donc du coup le vent c'est très difficile à mesurer et à quantifier. Alors pour nous aider à définir des climats, on a un diagramme ombrothermique. Un diagramme ombrothermique c'est quoi? Il faut juste prendre l'étymologie. Un diagramme c'est un graphique, ça va donc être un espèce de tableau que tu vas avoir devant toi dans lequel tu vas retrouver, là il faut prendre le mot ombrothermique, ombros la pluie exprimée donc en millimètres et thermique la chaleur exprimée en degrés. Tu utilises souvent des vêtements par exemple thermolactiles qui gardent la chaleur quand tu vas par exemple faire du ski ou quand tu joues au foot ce sont des vêtements un petit peu plus collants. Tu peux boire également ton café dans un thermo de café qui va servir justement à garder la chaleur. Donc tu vois cette étymologie thermique, thermos, ça équivaut à la chaleur. Alors au final, quand tu regardes un diagramme ombrothermique, qu'est-ce que tu vas retrouver? On va d'abord se concentrer sur le bandeau du dessus. Là, tu remarques que tu vas toujours avoir le nom de la station, c'est-à-dire le nom du milieu dans lequel les données climatiques ont été récoltées. Juste en dessous, tu vas avoir les coordonnées géographiques. C'est en gros les coordonnées GPS pour retrouver le lieu. Toujours exprimées avec la latitude et la longitude en degrés, minutes, secondes. Ça, on y reviendra pour le cours de géographie de troisième quand tu y seras. Juste à côté, tu vas avoir les moyennes de température. C'est en gros la température qui fait en moyenne sur un an. Donc là, c'est vraiment sur toute l'année. En dessous, tu vas avoir le total des précipitations annuelles. Ce sont donc le nombre de millimètres d'eau qu'il a plu, mais attention, sur un an. Donc là, c'est pas une moyenne, c'est la quantité totale d'eau qui est tombée dans ce milieu-là sur une année. Au niveau de tes axes, je vais commencer par t'expliquer l'axe horizontal. Tu vois que l'axe horizontal, tu as les mois de l'année. Comme ça, le diagramme ombrothermique, tu sais le voir sur un an entier. Donc c'est vraiment très intéressant d'analyser un climat sur une année parce que tu vas vraiment pouvoir voir l'évolution et les saisons. Au niveau de l'axe de gauche, tu vas y retrouver les températures. Alors attention, les températures sont représentées dans le diagramme, donc dans le graphique, par la courbe rouge qu'on appelle la courbe des températures. Alors ils sont pas bêtes, ils ont fait la courbe rouge pour que ça représente la chaleur. Donc du coup, toi aussi, tu sais que si la courbe est rouge, c'est évidemment les températures et la chaleur ou pas qui va faire dans ce milieu. Au niveau des températures, c'est une moyenne, donc c'est la moyenne sur un mois. Il ne faut pas oublier que dans les moyennes de température, tu vas prendre aussi en considération les températures de la nuit. Donc tu vas jamais avoir des moyennes de température qui vont dépasser les 50 degrés, ça c'est pas possible. Puis ensuite, le troisième axe, un axe vertical sur la droite, tu vois qu'il est marqué précipitation en millimètres. C'est donc le nombre de millimètres d'eau qui est tombé chaque fois par mois.
Alors, un truc qui est super intéressant à maîtriser pour ton diagramme ombrothermique, c'est de savoir le nombre de mois humides et le nombre de mois secs. Là, c'est très très simple. Si ton bâtonnet de précipitation arrive au-dessus de ta courbe des températures, c'est un mois humide. Si ton bâtonnet de précipitation arrive en dessous de ta courbe des températures, il s'agira alors d'un mois sec. Tu remarqueras qu'ici, pour Beauvechin, qui se trouve dans le Brabant wallon, donc en Belgique, nous avons 12 mois humides. Voilà, bienvenue en Belgique. Si tu veux repérer le mois où il a fait le plus chaud, il faudra regarder là où la courbe est la plus haute. Si tu veux regarder le mois le plus frais, il faudra regarder là où la courbe de température est la plus basse. Même chose pour les bâtonnets de précipitation, le mois le plus humide est celui où le bâtonnet est le plus haut, le mois le moins humide, où il y a le moins plu, est celui où le bâtonnet est le plus bas. Et évidemment, c'est possible dans certains milieux, pas en Belgique, que le bâtonnet soit à zéro, qu'il n'y ait pas eu d'eau du tout qui soit tombée sur un mois. Alors quelque chose qui est très important à maîtriser aussi lorsque tu regardes un diagramme ombrothermique, ça va être de calculer l'amplitude thermique. Alors l'amplitude thermique c'est très simple, il suffit juste de regarder la température la plus haute, la température la plus basse sur ton année et de regarder l'écart qui est entre les deux. Une amplitude c'est un écart, souvent on va l'utiliser en maths avec l'amplitude des angles, ça va être l'écart si tu veux, l'ouverture de ton angle. Donc l'amplitude thermique c'est bien l'écart entre la température la plus haute et la plus basse. On imagine un milieu où c'est 17 degrés la température la plus haute, 2 degrés la température la plus basse, comme ici à Beauvechin, tu vas avoir une amplitude thermique de 15 degrés. Alors pourquoi c'est intéressant de calculer les amplitudes thermiques? Parce que tu vas voir si les saisons sont marquées ou pas. Si tu as une amplitude thermique très très petite, ça veut dire qu'il va par exemple faire quasiment la même température sur toute l'année. On imagine que tu as une amplitude thermique de 2 ou 3 degrés. Ça veut dire que sur l'année, la température va varier de 2 ou 3 degrés. Ça veut dire qu'il va faire très très chaud ou très très froid ou frais durant toute l'année. Si par contre tu as une amplitude thermique très marquée, avec on imagine une différence de 20 ou de 30 degrés, là tu vas avoir des saisons qui vont être très très contrastées. Des saisons où il va faire par exemple très très froid en hiver et très chaud en été. Alors si tu veux, je peux te montrer aussi deux autres diagrammes parce que tu vois qu'il y a parfois des petites particularités, comme par exemple le premier, tu vois ici qu'on a des températures par mois qui sont négatives. Donc évidemment, tu vas avoir certains diagrammes où la courbe des températures pourra aller en dessous de 0 degré. Un deuxième exemple ici, ça c'est un milieu extrêmement pluvieux et tu vois que pour ne pas avoir un diagramme ombrothermique super allongé, ils ont fait un changement d'échelle. C'est-à-dire que tu remarqueras sur l'axe des précipitations que jusqu'à 100 mm, chaque fois, on augmente de 20 mm. 20 mm, 40, 60, 80, etc. À partir de 100, pour pas avoir justement ce diagramme super étiré, on va faire un changement d'échelle et on va remplacer le saut de 20 mm par un saut de 100 mm. Et pour montrer qu'on a bien fait un changement d'échelle, on va simplement colorier le bâtonnet en bleu plus foncé. Alors au niveau des grandes zones climatiques du monde, si je devais vraiment synthétiser un peu vulgairement tes zones, on en aurait trois, avec une zone froide, une zone tiède et une zone chaude. Alors évidemment, on va pas parler de zone tiède, de zone froide, de zone chaude, il faut quand même mettre un petit peu des mots un peu plus scientifiques là-dessus. Et donc la zone chaude, comme elle se situe entre les tropiques, on va parler de zone intertropicale. La zone tiède, on va parler de zone tempérée, c'est-à-dire moyenne, et la zone froide, on va parler de la zone polaire. Alors regarde que la zone polaire et la zone tempérée, il y en a chaque fois deux, une à l'hémisphère nord et une à l'hémisphère sud. Donc si jamais tu dois localiser les zones, tu peux dire ce milieu fait partie de la zone tempérée de l'hémisphère nord, ce milieu fait partie de la zone polaire de l'hémisphère sud. La zone polaire, elle va être délimitée par les cercles polaires et alors la zone tempérée, entre les tropiques et les cercles polaires. Nous en Belgique, on se situe dans cette zone-là. J'aime bien toujours comparer la carte des climats avec un hamburger. Alors pour ça, ce que je te propose, c'est de faire un hamburger. C'est parti!
Et donc, comme je t'ai dit, tu vois, on peut vraiment comparer les grandes zones climatiques à ce hamburger. Les zones polaires sont au niveau du pain, le pain qui est le plus froid ici dans mon hamburger. La viande qui correspond à la zone intertropicale qui, elle, va être la plus cuite, la plus chaude. Et ensuite, la zone tempérée, c'est un petit peu ce qui se passe au niveau de ta salade, au niveau de ton fromage. Tu vois que le fromage, il est en contact avec la viande, donc lui, il fond parce qu'il est en contact avec cette zone chaude. Tandis que la salade, elle, ne va pas être en contact avec la viande, donc elle va être moins chaude que le fromage. Et c'est un peu ce qui se passe dans la zone tempérée. Au plus dans la zone tempérée, tu vas être proche de la zone intertropicale, au plus il fera chaud. Voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que tu as surtout mieux compris les notions de climat et l'analyse de diagrammes ombrothermiques. Si jamais tu as une question, tu peux la laisser en commentaire et on se voit à la prochaine vidéo.